ISF, retraités, SNCF, les carabistouilles d'Emmanuel Macron sur TF1. Ce qu'il a dit. Quand les gens disent par exemple vous avez supprimé l'impôt sur la fortune. Non, on ne l'a pas supprimé, a déclaré Emmanuel Macron. Selon lui, il est tout à fait légitime que les riches paient des impôts quand ils accumulent de l'argent, mais s'ils réinvestissent cet argent dans l'économie française, dans les entreprises, les start-up, dans l'agriculture, je ne veux pas qu'ils en paient. Et c'est ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'on est des patriotes. Ce n'est pas de l'injustice, c'est une politique d'investissement. La transformation de l'impôt sur la fortune, ISF, par le gouvernement est en fait une réduction d'environ 3,2 milliards d'euros. Par une modification de ce qui est imposé, seuls les biens immobiliers sont désormais frappés par sa nouvelle version, l'impôt sur la fortune immobilière, IFI, alors que le patrimoine assujetti à l'ISF comportait jusqu'ici également les placements financiers, les liquidités, espèces, comptes courants, etc., les meubles, les véhicules, les chevaux de course, les bijoux. Emmanuel Macron a raison de souligner que les investissements, hors immobilier, réalisés dans l'économie française ne seront plus frappés par l'IFI. Mais son argumentaire occulte un point crucial du débat suscité par la réforme. L'exonération ne concerne pas que ces investissements. Les sommes investies à l'étranger ou celles qui ne seraient pas investies du tout, par exemple, les liquidités bancaires ou les objets de valeur, sont également exonérés dans la nouvelle mouture de l'impôt. Quoi qu'on pense de cette mesure et de son bien-fondé, il est trompeur de la présenter et de la défendre comme une seule politique d'investissement. Lire aussi. Que change la réforme de l'ISF d'Emmanuel Macron? Ce qu'il a dit. Interrogé sur la réforme de la SNCF, Emmanuel Macron a confirmé sa volonté d'aller au bout de l'ouverture à la concurrence. Il confirme la transformation de l'entreprise en société anonyme, à capitaux publics, la fin du statut de cheminot pour les nouveaux embauchés et une reprise progressive de la dette en fonction de l'avancée des réformes. Pour justifier son bien-fondé, il évoque l'exemple allemand. Dans le débat sur l'ouverture à la concurrence du rail européen, l'Allemagne est souvent prise pour un modèle de réussite. Sur les lignes régionales, qui ont été confiées au Elatrain AD, les opérateurs privés représentent 25% des trains. En revanche, sur les grandes lignes, l'entreprise historique, la Deutsche Bahn, reste en situation de quasi-monopole, 99%. Comme le dit Emmanuel Macron, la réforme a permis la modernisation et l'ouverture de petites lignes, une hausse de la fréquentation, mais pas de baisse de tarifs. Mais la réforme de la Deutsche Bahn, en 1994, ne s'est pas déroulée tout à fait dans les mêmes conditions. Elle a d'abord été dictée par la réunification, et par la nécessité de fusionner la Bundesbahn de l'Allemagne de l'Ouest et la Reichsbahn de l'Arda, toutes deux déficitaires. La DB est restée une entreprise 100% publique, mais le nombre de cheminots a baissé brutalement, de plus de 100 000 cheminots entre 1994 et 2001. À l'époque, l'État allemand a accepté d'éponger une dette ferroviaire de 35 milliards d'euros, ce que la France n'a jamais voulu faire. Pourtant, si la DB réalise des bénéfices, elle s'est à nouveau lourdement endettée, au fil d'acquisitions notamment à l'étranger, pour un total de 20 milliards d'euros. La réforme a donc eu un fort impact social et n'a pas permis d'empêcher l'endettement. Par ailleurs, les autres exemples européens montrent la difficulté de trouver le bon équilibre. En Italie, les prix des grandes lignes ont baissé, mais la qualité de service et la sécurité se sont dégradées sur les lignes régionales. Au Royaume-Uni, les tarifs ont augmenté, ainsi que la fréquentation, et l'État a repris le contrôle du réseau après une privatisation jugée catastrophique. Lire aussi. Comment l'ouverture du rail à la concurrence s'est faite en Europe. Enfin, le président de la République évoque la téléphonie comme un secteur où la concurrence a permis des baisses de prix. Rappelons que les trois principaux opérateurs, Orange, Bouygues et SFR, ont été condamnés en 2012 pour avoir mis en place une entente, visant justement à limiter les effets de la concurrence. L'arrivée d'un quatrième opérateur, Free, a certes favorisé l'apparition de forfaits à petit prix, mais il a aussi accéléré la recomposition du secteur et a entraîné des milliers de suppressions d'emplois. L'opérateur est parfois accusé d'avoir favorisé une forme de casse sociale et d'avoir tiré les investissements vers le bas. Ce qu'il a dit.
interrogé sur la baisse de pouvoir d'achat que représente la hausse du taux normal de CSG de 1,7 point pour les 60% de retraités les plus aisés, Emmanuel Macron a promis une amélioration de leur situation dans les mois qui viennent. 1. C'est plutôt faux en 2018. Les retraités concernés par la hausse de la CSG sont les célibataires qui ont un revenu fiscal de référence rapporté au mois de plus de 200 € ou les couples dont ce revenu dépasse 840 € par mois. Ceux qui ont un revenu fiscal de référence mensuel inférieur à 250 € pour un célibataire et à 580 € pour un couple bénéficieront dès 2018 de la baisse progressive de la taxe d'habitation. Pour les autres, la CSG sera une perte sèche en 2018 et en 2019. La baisse d'un tiers de la taxe d'habitation peut-elle compenser la hausse de CSG? Prenons l'exemple d'un couple de retraités qui a 2,000 € de revenus et qui dépasse donc de peu le seuil concerné par la hausse de CSG. À grands traits, cette dernière représente pour eux une perte de 34 € par mois pour une pension de retraite de 2,000 €, soit environ 408 € par an. Attention, pour être tout à fait rigoureux, il faudrait étudier des situations précises et intégrer au calcul le fait que la hausse de la CSG est en partie atténuée par une baisse d'impôt sur le revenu. Ce couple fictif devrait avoir payé l'an dernier une taxe d'habitation de 200 € au moins pour que la baisse de 2018 compense la hausse de CSG. Or, la taxe d'habitation moyenne est de 780 €. En 2019, en revanche, ce même couple serait gagnant dès lors que sa taxe d'habitation de 2017 était supérieure à 600 €.